Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est Glypo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du diabète de type 2. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin de suivre les updates des crash tests que j'effectue, mais aussi avoir un petit peu de contenu un peu plus court que les vidéos qui sont sur YouTube. Alors, le diabète de type 2, appelé aussi DND, donc diabète non insulino-dépendant, est la forme de diabète la plus courante. Elle représente 90 à 95% des personnes atteintes de diabète. Cette maladie survient généralement chez les adultes, mais peut également toucher des enfants et également des adolescents, particulièrement avec l'augmentation de l'obésité de ces dernières années. Pour mieux comprendre ce type de diabète, il est important en premier temps de comprendre le rôle du glucose dans l'organisme. C'est donc une source d'énergie indispensable pour nos cellules. Quand on mange des aliments contenant des glucides, donc du sucre, en premier temps on pense aux bonbons, aux gâteaux, mais ayez quand même à l'esprit qu'il y en a aussi dans les féculents, les pâtes, le pain, les fruits, mais aussi les légumes. Par exemple, la carotte, c'est un légume qui est très sucré. Notre système digestif les décompose en glucose, qui est ensuite absorbé par le sang. Le pancréas sécrète une hormone appelée l'insuline, qui est nécessaire à nos cellules pour pouvoir absorber le glucose et l'utiliser ensuite comme carburant. Dans le diabète de type 2, deux problèmes se présentent. En premier temps, il y a une résistance de nos cellules à cette insuline. Elles deviennent donc moins sensibles à cette hormone, ce qui veut dire qu'elles ont du mal à absorber du coup le glucose malgré sa présence dans le sang, ce qui crée donc une accumulation du glucose sanguin, ce qui provoque alors une hyperglycémie. En deuxième temps, une baisse de production de l'insuline. Au fil du temps, le pancréas n'est plus capable de produire suffisamment d'insuline pour pallier à la résistance de ses cellules. Il se fatigue donc et s'épuise à terme, ce qui aggrave alors l'hyperglycémie et malheureusement peut conduire à un diagnostic de diabète de type 2. Le diabète de type 2 peut être influencé par des facteurs comme l'obésité et le surpoids, la sédentarité, car il y a un manque d'activité physique et on sait que l'activité physique régulière permet aux cellules d'être plus sensibles à l'insuline. Les antécédents familiaux, les personnes ayant de la famille déjà avec un diabète sont susceptibles à terme de développer eux-mêmes également un diabète, parce qu'il y a en fait une transmission génétique. Quand je parle de famille, je parle évidemment de famille proche, donc des frères et sœurs ou même juste des parents. Et ensuite, il y a l'âge. Le risque augmente en vieillissant, bien sûr, puisqu'il y a le vieillissement de nos cellules de l'organisme, mais à partir de 65 ans, en fait, on a tendance à manger plus et à faire moins d'activité physique, ce qui ne fait que multiplier les risques. Bon, bien sûr, ça, ce sont des facteurs. Si on les prend un à un à part, ça minimise bien sûr les probabilités de développer un diabète de type 2. Par contre, là où ça devient important, c'est quand on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui nous concernent. À ce moment-là, les probabilités de développer un diabète de type 2 sont bien plus élevées. Donc une modification du mode de vie avec de l'activité physique régulière, mais aussi une alimentation équilibrée. Alors attention, aucun aliment n'est interdit, par contre il faut essayer de doser, de proportionnaliser ces plats. Il suffit donc de mieux manger dans de bonnes conditions, plus lentement, en mastiquant plus, vraiment en prenant le temps. Et il est aussi recommandé d'induire une perte de poids de 5 à 10% du poids initial. C'est la première stratégie thérapeutique qui suffit à une personne sur 4 en quelques mois d'améliorer nettement sa glycémie mais également son hémoglobine glyquée. D'ailleurs, l'hémoglobine glyquée, c'est un dosage sanguin de référence qui reflète l'équilibre glycémique sur les 3 derniers mois environ. Il est très fiable et elle est considérée comme un marqueur de complications du diabète à long terme et doit être inférieure ou égal à 6,5% pour une personne non diabétique. Ensuite, il peut y avoir une mise en place de contrôle glycémique. Ça peut aller de 2 fois par semaine, de 2 à 4 fois par jour.
Pour rappel, les valeurs doivent être comprises entre 0,70 et 1,20 g par litre à jeun et ne pas dépasser les 1,80 g par litre après le repas. Vous avez ensuite les traitements médicamenteux. En premier temps, les antidiabétiques par voie orale. On parle donc de 3 grandes familles, les biguanides, les insulinosécréteurs et les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Les biguanides travaillent sur la résistance des cellules à l'insuline par une action sur le foie mais aussi sur les muscles. C'est donc la metformine qu'on connaît tous. Elle inhibe la production hépatique du glucose, réduit son absorption intestinale et augmente son utilisation par les muscles. C'est la première stratégie médicamenteuse qui est mise en place. Les insulinosécréteurs, vous avez donc les sulfamides hypoglycémiants, les glinides et les inhibiteurs de la DPP4. Eux stimulent la production d'insuline par le pancréas. Dans les sulfamides hypoglycémiants, vous avez donc le glibenclamide, le glipizide, le glimépiride et le gliclazide. Ils stimulent la production d'insuline au niveau du pancréas, indépendamment de la glycémie, mais ils sont de moins en moins utilisés car trop souvent responsables d'hypoglycémie. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i la vidéo sur les hypoglycémies, comme ça vous pouvez voir les symptômes et les manières de se resucrer qui sont recommandées. Les glinides, vous avez donc le répaglinide. Alors eux fonctionnent de la même manière que les sulfamides hypoglycémiants, par contre ils ont une demi-vie qui est plus courte. Comme vous l'aurez compris, ils stimulent donc la production d'insuline et sont également responsables d'hypoglycémie, mais un petit peu moins quand même que les sulfamides hypoglycémiants. Et les inhibiteurs de la DPP4, donc sitagliptine, vildagliptine, saxagliptine, donc connus plutôt sous l'Onglisa, parce qu'il n'y a pas encore de générique. Eux inhibent l'enzyme DPP4, donc dipeptide peptidase 4 pour ceux que ça intéresse, qui elle dégrade les incrétines qui sont des hormones intestinales produites lors de la prise du repas. En fait, elle stimule la fabrication de l'insuline et diminue celle du glucagon qui est une hormone hyperglycémiante. Pour les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, ils diminuent l'absorption des sucres après le repas. C'est donc l'arcabose et le miglitol en inhibant l'hydrolyse des glucides apportés par l'alimentation, en entraînant une diminution de l'absorption. Ensuite, vous pouvez avoir des injections d'antidiabétiques, donc ça ce sont les analogues GLP-1, associés en général à un antidiabétique par voie orale, particulièrement de la metformine. Ce sont malheureusement les injections dont on entend beaucoup parler actuellement, car souvent en rupture, Victoza, Ozempic, Trulicity et Byetta. Toutes ces injections miment l'effet du GLP-1, c'est-à-dire glucagon-like peptide 1, pour ceux que ça intéresse, qui est une incrétine, en se liant à son récepteur, stimule du coup la production d'insuline et baisse celle du glucagon. Ils ralentissent également le vidangeage gastrique et induisent une sensation de satiété. D'où les détournements, surtout pour l'Ozempic et le Trulicity par rapport à la perte de poids. Et en dernier recours, vous pouvez avoir des injections d'insuline ou d'analogues d'insuline. Celles-ci peuvent être ajoutées effectivement à des antidiabétiques oraux comme on a pu voir avant avec les antidiabétiques par voie injectable. Alors en général ce sont des insulines lentes qui sont ajoutées et progressivement de l'insuline rapide si maintenant le pancréas n'arrivait plus à produire cette hormone. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est possible de repousser, voire d'éviter ce type de diabète en modifiant ses habitudes hygiéno-diététiques. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une diététicienne pour mettre en place des repas et des menus qui sont adaptés, avoir plein de petits conseils aussi. Il est impératif de mettre en place un régime alimentaire qui est adapté et de pratiquer une activité physique régulière. L'activité physique permet de rendre les cellules de notre organisme plus sensibles à l'insuline. Là, on se rend bien compte que dans le cas d'un diabète de type 2, c'est indispensable. Cela permettrait de nettement améliorer la glycémie sans avoir besoin de prendre de médicaments. Si les hyperglycémies sont fréquentes, vous pouvez développer des complications comme une insuffisance rénale, pouvant conduire à des dialyses et dans les cas les plus graves à des transplantations rénales. Une rétinopathie, ça c'est en fait la dégradation des vaisseaux sanguins de la rétine, ce qui peut entraîner cécité visuelle, des problèmes de cœur bien sûr, avec des maladies cardiovasculaires
cardiovasculaires, des arrêts cardiaques, des AVC par exemple. Une neuropathie, ça c'est surtout les nerfs périphériques qui sont concernés. Vous pouvez avoir des engourdissements, alors que ce soit les pieds ou les mains, entraînant alors des pertes de sensation et à ce moment-là d'autres complications comme des ulcères, voire des gangrènes, avec un risque d'amputation car pris en charge trop tard. Vous pouvez également avoir des problèmes de cicatrisation, des problèmes dentaires, type inflammation de la gencive ou autre. Et les infections sont plus fréquentes et plus sévères aussi. Si vous êtes atteint d'un diabète de type 2 ou si vous connaissez quelqu'un vivant avec ce type de diabète, n'hésitez pas à vous rediriger vers les vidéos sur l'hyperglycémie, de manière à pouvoir déceler les symptômes de l'hyperglycémie, savoir comment la prendre en charge. Et de même pour l'hypoglycémie, c'est aussi très important. Si le traitement n'est pas adapté et que vous vous sentez mal, c'est peut-être lié effectivement à des hypoglycémies. Dans la vidéo sur l'hypoglycémie que je vous mettrai aussi juste au-dessus, vous avez les symptômes et les moyens de prendre en charge une hypoglycémie, que ce soit pour les personnes de votre entourage mais pour vous-même. Il est hyper important de connaître les signes de ces différents états parce qu'il peut y avoir quand même des conséquences sur le long terme qui sont extrêmement graves pour l'organisme et malheureusement irréversibles. Sachez également que la survenue d'une grossesse chez une femme atteinte de diabète de type 2 nécessite une prise en charge avant la conception et tout au long de la grossesse afin de pouvoir diminuer les risques pour la mère mais également pour l'enfant. Et là je vous renvoie dans ma vidéo sur le diabète gestationnel. Les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez retrouver les différentes parties dont je vous parle. Dans le diabète gestationnel, la partie qui est intéressante pour vous, ce sont les risques pour la mère mais aussi pour l'enfant. En général, il y a une mise en place de traitement par injection d'insuline pour pouvoir maintenir les objectifs glycémiques tout au long de la grossesse parce que la prise d'antidiabétiques oraux est interdite en France pour la femme enceinte. En conclusion, il est très important de repérer les premiers signes de l'hyperglycémie de manière à pouvoir prévenir un diabète et pourquoi pas le repousser et l'éviter en modifiant son mode de vie. De toute manière, plus tôt le diagnostic se sera fait, mieux la prise en charge sera. Et ça c'est valable pour toutes les pathologies d'ailleurs. Et cela permet d'éviter surtout les complications car je vous le rappelle, le diabète est une maladie silencieuse. Quand on commence à ressentir des vrais signes de complications, malheureusement c'est trop tard, il y a déjà des choses qui sont irréversibles. Je fais vraiment appel à votre vigilance. Au moindre doute, n'hésitez pas à poser des questions à vos professionnels de santé, que ce soit en pharmacie ou chez votre médecin traitant. Ils sauront déjà vous orienter et vous renseigner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager, mais également de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des questions et des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je les lirai. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!